Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Caroline Roux. Un professeur décapité alors qu'il avait à cœur d'apprendre la laïcité à ses élèves. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Bruno Retailleau? De la colère, de la sidération, de la haine? D'abord de la sidération, mais surtout beaucoup de colère, parce que cet acte terroriste doit être décrit pour ce qu'il est. Ce n'est pas seulement un acte barbare, c'est l'application de la charia sur le sol français. Nous sommes en train de perdre la guerre contre l'islamisme. Je le dis tout haut, tout fort à mes compatriotes français, qui désormais osera, dans un certain nombre de territoires français, en classe, qui osera faire des cours d'instruction civique en présentant des caricatures pour... si j'ose dire, illustrer la liberté d'expression. On voit bien qu'aujourd'hui, cette guerre contre l'islamisme, on ne la mène pas, et j'accuse le chef de l'État de ne pas suffisamment la mener. Il dit la peur va changer de camp. Le chef de l'État, il a l'air déterminé. Il a présenté quelques mesures contre le séparatisme il y a une dizaine de jours. Ça suffit pas, la prise de conscience? Non, ça suffit pas. Il a dit avec des trémolos dans la gorge. Il a dit ils ne passeront pas. Mais les clandestins, ils passent tous les jours. Il a refusé toutes les mesures que le Sénat lui proposait, que nous lui proposions au Sénat, pour finalement expulser plus facilement, pour contrôler cette immigration. Souvenez-vous, le tueur de Villeurbanne, c'était un Afghan. Ensuite, l'homme au hachoir devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, c'était, je crois, un faux mineur pakistanais. Et là, c'est un Tchétchène. Non, et le président attend la 4e année de son quinquennat pour nous proposer une loi contre l'islamisme. Ça veut dire quoi? Moi, j'attends d'Emmanuel Macron qu'il ne soit pas le président des discours, qu'il soit le président des actes, qu'il fasse la guerre. J'attends d'Emmanuel Macron qu'il soit un chef. Alors, allons-y, Bruno Retailleau. Comment est-ce qu'on fait la guerre contre l'islamisme radical? On fait la guerre vraiment en étant présent sur tous les fronts. Le combat contre l'islam radical, contre l'islamisme, il doit se dérouler sur tous les fronts, sur 3 fronts. D'abord, le front de l'islamisme lui-même, avec la fermeture des mosquées, avec le renvoi à l'expéditeur. Ça fait combien d'années qu'on dit ça? Eh bien, il faut changer la loi. Faut changer la loi. Je suis prêt, nous sommes prêts à la changer. Au Sénat, nous allons défendre cet après-midi une modification de la Constitution. J'avais proposé l'interdiction des listes communautaristes. Emmanuel Macron l'avait refusé. Nous allons proposer à nouveau au Sénat de modifier la Constitution. Donc un combat global contre l'islamisme, un combat contre l'immigration massive, parce que désormais, le lien, comme je le disais à l'instant, est établi. Il faut donc accueillir moins, faire ce que les autres pays européens ont fait, moins de regroupement familial et aussi plus d'expulsions, puisque vous savez qu'aujourd'hui, en France, un clandestin en situation irrégulière a 85% de chances de rester sur les territoires. Et enfin, la justice qui entrave, des magistrats qui ne sont pas toujours suffisamment sévères. Rodrigue Kennom, vous savez, cet individu qui avait montré une tête décapitée, sanguillonnante. Il a écopé que de 10 ans de prison. Il faut être beaucoup plus ferme. Il faut tout revoir. Il faut mettre le paquet sur ces 3 fronts. Poursuivre les parents en cas de menace ou d'insulte de professeurs sur les réseaux sociaux, c'est ce que dit par exemple Damien Abad dans Le Parisien. Ça fait partie des choses qu'il propose. Mais ça ne suffit pas. Écoutez, j'admire, moi, des femmes, par exemple, comme Zineb El Zraoui, comme d'autres aussi. D'ailleurs, Mila fait toujours l'objet, elle se cache, la jeune Mila. Zineb El Zraoui est menacée depuis des semaines. Elle m'avait prévenu. Le compte n'a toujours pas été, le compte Twitter de l'individu n'a toujours pas été supprimé. Qu'est-ce qu'on attend ? Alors, assez de discours, assez d'habileté, assez de ruse, assez de rodomontade. J'entendais M. Darmanin nous dire qu'il allait être expulsé. Oui, 231 étrangers en situation irrégulière, fiché S. Alors, pourquoi elle attend qu'on décapite les gens pour les expulser ? Lui-même a avoué que sur le fameux fichier des radicalisés à caractère terroriste figuraient 4000 étrangers, dont 450 clandestins irréguliers. Voilà. Bruno Retailleau, vous êtes en train d'expliquer que le président de la République n'a pas pris la mesure de cette menace depuis l'arrivée aux responsabilités. C'est ça que vous dites ? Je le dis très clairement. Il a fallu attendre la 4e année, c'est-à-dire la fin de son quinquennat, pour qu'il ose nous présenter quelque chose. On ne sait pas encore. Je me souviens, il y a 1 an exactement, un interview dans Valeurs Actuelles, il disait « Oh, vous savez, les jeunes filles portent le voile parce que ça embête le monde ». Il n'a rien compris. Manuel Valls accuse une partie de la gauche et il cite l'UNEF, la France Insoumise, Edwy Plenel, de lâcheté, de complicité avec les attaques de l'islam politique contre la laïcité. Est-ce que vous joignez vos mots à ceux de Manuel Valls sur une complicité d'une partie de la gauche ? Exactement. Je veux dire que ce combat contre l'islamisme, ce n'est pas un combat politicien, ça n'est pas un combat partisan. Et moi, je me sens proche de Manuel Valls dans ses propos. Je me sens proche aussi de Jean-Pierre Chevènement, c'est-à-dire de cette gauche républicaine. Il aurait pu ajouter Mme Obono, qui avait déclaré à l'époque de l'attentat de Charlie qu'elle refusait de pleurer Charlie avec ses caricatures
raciste. C'est une des raisons pour laquelle je ne suis pas allé place de la République. Il y a trop d'hypocrisie. Il y a trop d'hommages, pas assez de courage. On fait des marches, mais on recule en même temps. C'est plus possible. Bruno Retailleau, c'est pour ça que vous n'y étiez pas hier au rassemblement ? Bien sûr. Encore une fois, trop d'hommages, pas assez de courage, trop de discours, pas assez d'actes. Est-ce que se rassembler, montrer qu'on reste un pays uni, que la République est debout, est-ce que c'est pas aussi une façon de lutter contre l'islamisme radical, contre la division ? Écoutez, je comprends, moi, le geste spontané de milliers de gens qui est en pleurs. L'émotion, ça compte. Le recueillement aussi. L'unité, moi, je suis ça compte un ou pas ? homme. L'unité, Bien ça sûr, compte. mais l'unité, on en a fait preuve dans toutes les crises. Moi, j'ai voté tous les textes au moment des actes terroristes. J'ai voté les textes pour la crise des Gilets jaunes. J'ai voté les textes pour la crise sanitaire. Mais ça ne suffit pas, l'unité. Parce que l'unité est brandie par le chef de l'État pour s'excuser, comme une sorte de paravent de son impuissance. Ça ne marche plus. Ce que nous voulons, ce n'est pas des incantations, des déclamations, même quand ces déclamations, il les dit fort bien, on veut maintenant des actes, pas des habiletés ou des ruses. Jean-Pierre Orbin, qui est ancien inspecteur général de l'Éducation nationale et qui a raconté récemment comment on a laissé l'islamisme pénétrer dans l'école. C'est ce qu'il raconte dans un livre. Il dit que les enseignants sont des cibles. Est-ce qu'il va falloir les mettre sous protection ? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il faut montrer les unes de Charlie Hebdo d'ores et déjà à la rentrée prochaine pour continuer à défendre ce message de laïcité ? Bien sûr, le risque, c'est qu'il y ait une autocensure. Déjà, je crois qu'un sondage, je ne sais pas s'il est exact, mais il est terrifiant, montrait que 40% des professeurs s'autocensuraient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en quelque sorte, le délit de blasphème est en train d'être rétabli en France. Ça veut dire que la charia est en train de s'appliquer sur une certaine partie de notre territoire. Et en matière de protection, je voudrais savoir d'ailleurs, puisque cet enseignant avait été avec sa principale, qui l'a, je crois, beaucoup soutenu, mais est-ce que l'institution elle-même l'a soutenu ? Est-ce qu'il a bénéficié de ce que l'on appelle la protection fonctionnelle ? C'est-à-dire que quand un collaborateur d'une grande institution est mis en danger, on lui accorde par exemple les frais de son avocat. Je ne le sais pas, je l'espère. Les renseignements, visiblement, étaient au courant de ces tensions autour de cet établissement scolaire. Il y a eu des fautes. On n'a pas pris suffisamment ce sujet au sérieux. Je ne peux pas le dire, l'enquête le dira. Mais ce qui est terrible, c'est que cette décapitation a commencé par un mensonge. Le mensonge de cette jeune élève qui, en fait, n'était pas en cours parce qu'elle avait été sanctionnée pour indiscipline. Le mensonge de son père qui a menti, le mensonge de celui qui se présente, M. Abdelhakim Serfaoui, qui se présente comme le responsable des imams français. Cette vidéo postée le 13 octobre dernier, quelques jours après que ce fameux cours avec ces illustrations se soit passé. Écoutez, moi j'en ai marre. J'ai envie de dire la vérité aux Français. On ne les protège pas. On ne fait rien contre cette immigration massive. Rien pour que la justice soit beaucoup plus ferme. Rien contre l'islamisme. Voilà. Sur tous les champs, le champ du djihadisme, le champ aussi symbolique. On laisse aller l'islamophobie, on laisse aller la guerre mémorielle. Et M. Macron avait désigné la France comme coupable de crimes contre l'humanité. Est-ce qu'il se rend compte que lorsqu'il accuse la France du crime le plus grave, il dévalue la France, il la rend coupable, il ne la rend pas aimable ? Comment voulez-vous que ces jeunes générations, ensuite, puissent s'assimiler, puissent aimer la France, si le chef de l'État lui-même dénigre la France ? C'est un cri de colère que je veux pousser ce matin. Et on l'entend. Et votre émotion et votre colère ce matin, Bruno Retailleau. Merci d'avoir été notre invité. C'est à vous, Dana.